Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, je te parle de ma plus grande croyance limitante, ma plus grande frayeur en fait, celle qui m'a freiné le plus dans ma vie et qui a été la révélation de ma mission de vie, de mon chemin de vie, de ma voie. Si je suis là devant toi à faire ce podcast-là, c'est parce que cette frayeur-là, j'arrive aujourd'hui à la dépasser et à mieux la transmuter, à la comprendre. Et j'ai dû m'intérioriser pour aller vraiment libérer tout ce qui avait relié à ça. T'est-il déjà arrivé de te demander quelle était ta mission de vie, ta place, ta voie, ton chemin, ta destinée, appelle ça comme tu veux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de ressentir un vide à l'intérieur comme si tu n'étais pas à la bonne place? Que c'était le néant, le vide total? Moi, oui, très souvent. Même si j'ai l'air très assumée dans ce que je fais et que mon travail en tant qu'énergéticienne, en tant qu'accompagnatrice pour t'aider à révéler le plein potentiel divin que tu portes en toi, il m'arrive également d'avoir de nombreux blocages. Comme bien des gens que je rencontre en consultation, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre quelle était ma véritable mission de vie. Mais que ce que je fuyais le plus dans toute ma vie était la plus merveilleuse leçon de vie et était sans aucun doute l'expérience qui me permettrait de prendre un grand envol dans ma vie. Tu le comprendras, bien sûr, c'est d'être là devant toi, devant la caméra, devant ce micro, de me laisser guider, de te parler de moi, de m'ouvrir à toi, quasiment de me mettre à nu, parce que ma croyance limitante la plus importante dans ma vie a été celle qui m'a été inculquée dès la tendre enfance, sois belle et tais-toi. Ce que ça me disait, c'est que si je parlais, j'étais pour causer du tort, j'étais pour être vue et ça serait pas bien, ça serait pas la meilleure chose pour moi. Alors, je me suis beaucoup isolée dans mon enfance. Mais à l'adolescence, j'avais envie de parler, je sentais ce pouvoir-là, je sentais cette pulsion-là de parler, de m'exprimer, de révéler au monde entier tout ce que je portais à l'intérieur de moi. Mais je pouvais pas. Parce que c'était tabou, parce que c'était mal vu. Qu'est-ce que les gens diraient? Qu'est-ce que les autres diraient? Le regard, la reconnaissance. Ça toucherait tous les liens familiaux. Ça toucherait le noyau familial. Et ça toucherait probablement toute mon intégrité. Alors, j'ai préféré me taire de nombreuses années. Cette croyance limitante-là que mon cerveau avait enregistrée, qui était « sois belle et tais-toi », était tellement profondément ancrée que lorsque j'ai fait ma première pièce de théâtre en secondaire 2, ça a été le blanc, le noir, le black total. Il n'y avait plus rien. Pas de son, pas d'image, rien. J'étais devant une salle pleine à craquer. Tous les parents étaient là. Les amis des parents, les grands-parents, tout le monde était là pour l'événement parce que c'était la première année en théâtre à cette école-là et c'était la grande pièce finale. Pendant 5 minutes, aucun son, aucune image. Je n'entendais même pas mes amis qui me soufflaient le texte pour m'aider à me reprendre et à me donner des points de référence pour que mon cerveau retrouve où on était rendu.
On a même dû reculer d'au moins 5 à 10 minutes à la scène précédente parce que c'est tout ce que je me rappelais, c'est tout ce que j'arrivais à balbutier faiblement. C'était la honte totale. J'avais tellement honte, je me sentais tellement mal, j'avais l'impression d'avoir bousillé la pièce de théâtre au grand complet, d'avoir vraiment attiré le regard sur moi, d'avoir été la risée de tout le monde. Et ça m'a fermé pendant un long bout de temps. J'avais plus envie d'être vue, j'avais plus envie d'être entendue et je ne voulais surtout pas monter sur une scène. Quelques semaines plus tard, en art dramatique, mon enseignant François nous demande de chanter en équipe devant toute la classe. Mais moi, dans ma tête, dans mon cerveau de jeune adolescente, il y a encore cette honte-là qui m'habite et cette peur incroyable de me tromper, de manquer, d'être rejetée, d'être la risée à nouveau. Alors, je prends tout mon courage, j'arrive devant l'enseignant, devant la classe, avec mon coéquipier. On avait préparé la chanson « Les chats sauvages » de Marjo. Je ne sais pas de quelle façon j'ai réussi à me concentrer et à trouver le courage, mais c'était tellement impressionnant apparemment que mon enseignant a jugé bon de me mentionner qu'il y avait un concours de chant la semaine suivante. Après l'expérience que j'avais vécue, inutile de vous dire que je voulais rien savoir de cette expérience-là. Je voulais pas participer à un concours de chant où je monterais sur la scène, où je risquais d'être la risée, d'être la honte de tout le monde encore une fois. J'avais dit non à plusieurs reprises et il a fini par me convaincre. J'ai fait la prestation et moi, je m'en allais en pensant que c'était un échec et je me trompais complètement. J'ai terminé 3e dans ce concours-là. Peux-tu imaginer à quel point j'ai eu la frousse et j'ai refusé cette place-là? Je l'ai même offerte à ma meilleure amie qui, elle, se pratiquait depuis des années. C'était son plus grand rêve et elle a terminé 4e juste après moi. Je lui ai cédé ma place parce que pour moi, il était impensable que je monte sur un stage devant des gens et que je me pète la face encore. C'était impensable. Ce que j'avais pas réalisé à cette époque-là, c'est que mon enseignant François avait vu en moi le joyau. Il avait vu en moi quelque chose que je refusais de voir parce que c'était tellement ancré, cette croyance-là, que je devais me taire, que je ne pouvais pas être vue, que je devais sourire et être fine et belle. À chaque fois par la suite où j'ai eu une production orale, où j'ai eu à parler devant des groupes, devant des gens, c'est toujours à mon enseignant François que je pensais. Parce que ça me donnait un petit peu de courage. Et ça me disait tout le temps, OK, s'il l'a vu, c'est que ça doit être vrai, même si tu y crois pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi, une situation comme ça où quelqu'un t'a dit quelque chose, un compliment sur toi, et toi, tu t'es juste dit, ben voyons, ça se peut pas qu'elle voie ça, je suis pas comme ça. Est-ce que ça te parle? Je suis certaine que ça te parle parce que j'ai vu des centaines de personnes en consultation depuis 2009 et je pense qu'on est tous comme ça. On a tous ces moments-là où quelqu'un nous reconnaît pleinement et on ne se reconnaît pas.
C'est un peu comme Le guerrier pacifique, en fait. Ce livre de Dan Millman qui raconte le parcours spirituel d'un jeune homme qui doit s'intérioriser et aller voir à l'intérieur tout le potentiel et tous les dons qu'il a pour arriver à se contrôler, à se maîtriser. Ça m'a pris de longues, longues années. Même en tant qu'accompagnatrice de l'être, dans mes groupes ou en individuel, il y avait toujours cette part-là de moi qui disait « Ben voyons, je suis pas si bonne que ça. Je suis pas à la hauteur, voyons donc. Je suis pas si haute. Pourquoi j'ai tous ces commentaires-là? Pourquoi tout le monde voit ça puis moi je vois rien de ça? J'ai pas l'impression de changer le monde, j'ai pas l'impression que je fais rien d'extraordinaire. » Et pourtant, j'ai eu de nombreux témoignages au fil du temps qui vraiment ont ramené cette confiance-là à l'intérieur de moi, puis de dire, ah ben, peut-être que ma voix, elle est importante. Peut-être que ma voix, c'est ma voix. C'est la voix que je vous ouvre. Peut-être. Ça a semé des graines à l'intérieur de moi. Et 16 ans plus tard, il y a eu ce moment-là où je réalisais mon plus grand rêve, c'était d'avoir ma propre guitare et de suivre des cours privés pour pouvoir jouer, juste apprendre les accords et m'amuser. C'était pas mon but d'en faire une carrière, c'était juste pour le plaisir. Une fois que je maîtrisais bien la chanson, mon enseignant me dit « Bon, Marie-Ève, maintenant que tu connais bien les accords, tu sais la jouer, tu vas la chanter. » Non, 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 la panique a pris. La panique a monté, là. Moi, j'ai toutes ces mémoires-là où, dans mon concours de chant, même si j'ai remporté, j'ai refusé, là. Je voulais pas être vue, je voulais pas être entendue. Finalement, il me dit, c'est quoi ta tonalité, là? Il dit, vas-y. Il me met au défi, puis bon, j'étais gênée, timide, réservée. Et le stress était tellement intense à l'intérieur de moi, j'avais les mains moites. Et je finis par lui dire, bon, OK, c'est correct, là, on va chanter, là, mais je sais pas c'est quoi ma tonalité. Il me dit, c'est pas grave, il dit, chante, puis il dit, moi, je vais te suivre. Alors, je me suis mise à chanter. Et là, lui, c'est un enseignant de jazz. Il a étudié au cégep en jazz de nombreuses années. Et là, il trouve quelqu'un qui jazz la version I Lost My Baby de Jean Leloup. Et on s'est amusé comme ça pendant quelques heures, juste à exploiter mon potentiel. Un potentiel que j'ignorais à ce moment-là parce qu'il me disait que j'avais une voix qui ressemblait à Ella Fitzgerald et je ne connaissais pas cette grande chanteuse du jazz. Je me suis mise à chercher qui est Ella Fitzgerald. Je ne la connais pas. Et plusieurs années plus tard, j'ai fini par comprendre que cette grande chanteuse, effectivement, ma tonalité lui ressemblait. Il avait tellement vu de potentiel en moi qu'il voulait même faire le spectacle de fin d'année des étudiants de son cours et qu'on jazz ensemble cette version-là. J'ai refusé. Parce que je pouvais pas. Si je monte sur scène, je vais bloquer, je vais fausser, je vais être stressée, il n'y aura rien de bon qui va sortir. Alors, je me suis encore retirée, j'ai encore laissé ma place à quelqu'un d'autre. J'étais en nomination cette année-là au gala de l'école de musique dans laquelle je participais. Alors, toutes les catégories ont été nommées et mon nom ne l'était pas encore.
quand la dernière catégorie a été nommée, je recevais la nomination d'excellence. Je voulais fondre. Je voulais fondre sous ma chaise. Je ne comprenais pas pourquoi moi, qui est si gênée, qui n'a rien fait, j'ai refusé de faire le concert, pourquoi j'avais une nomination d'excellence. Bien, mon prof, mon enseignant avait encore vu en moi le plein potentiel que j'avais, que mon enseignant en secondaire 2 avait également vu et que je ne voulais pas voir. Bien entendu, tu vas deviner que je ne suis pas devenue chanteuse dans ma vie, loin de là. Même s'il m'arrive de faire quelques notes et de faire des sons avec le langage de mon âme, le langage de lumière, mais ça a pris du temps avant que j'assume tout ce potentiel et que je le montre aux gens en général. Est-ce que toi aussi, il t'arrive d'être comme un artiste face à une toile blanche? Que c'est intimidant, qu'il y a la peur du vide, la peur du néant, la peur de ne pas savoir. Ne pas savoir où ça va te mener. De ne pas savoir pourquoi les gens te disent ces beaux commentaires, ces compliments. De ne pas comprendre. J'ai envie de t'emmener quelques instants à t'intérioriser. Peu importe où tu te trouves, que tu sois au boulot, que tu sois en vélo, que tu sois sur la route ou dans ton lit, peut-être, bien confortablement. J'ai envie que tu prennes quelques instants juste pour aller te remémorer ces personnes impactantes qui ont passé dans ta vie, qui t'ont aidé, qui ont cru en toi. Ces personnes positives qui ont peut-être changé le cours de ton histoire. Ces personnes qui t'ont aidé à prendre confiance en toi. Prends quelques instants juste pour ressentir le bonheur que ça fait de se remémorer, de penser à ces gens, à ces situations, à ces expériences. Et si c'était là, le tout début de ta mission de vie? Et si c'était là que tu pouvais enfin trouver la complétude dans ton être, à savoir qu'est-ce qui t'est vraiment destiné? Tout comme moi, qui était extrêmement gênée et qui est là devant toi à faire ce podcast. Parce que j'ai enfin compris que ma voix est ma voix. Donc, ma voix devient ma destinée, ma mission de vie. Peut-être que toi aussi, tu as eu ces signes-là dans ta vie qui t'ont amené à croire pleinement en toi, à te développer, à trouver la plus merveilleuse version de toi-même. Qu'en penses-tu? Et si toi aussi, quelqu'un arrivait à voir le diamant brut que tu es, que tu portes, pour t'accompagner, pour t'aider à te révéler davantage? Est-ce que tu saurais saisir l'opportunité? Ou est-ce que tu serais encore là à attendre que les synchronicités de l'univers arrivent encore et encore plein de fois pour bien te confirmer que tu es à la bonne place? Comme je fais mon lancement en ce moment, pour célébrer ce tout premier épisode, pour célébrer le dépassement dans ma vie, pour célébrer ma voix que je partage avec toi, j'ai envie de t'offrir un cadeau très intéressant
Si tu t'abonnes à mon infolettre au www.rayonnerlalumière.com, rayonner, EZ ou ER, ça fait pas de différence, ça mène à la même place. J'ai envie de t'envoyer par courriel un enregistrement d'un voyage complet d'une journée qui a été arrangé par mon grand ami Jean-François Lévesque et dans lequel tu pourras méditer, t'intérioriser et voyager à l'intérieur de toi afin de te découvrir encore un petit peu plus. Alors c'est mon cadeau pour me célébrer et pour te célébrer, pour célébrer cette aventure qu'on va vivre ensemble au cours des prochains épisodes. Abonne-toi afin qu'on puisse faire un bon bout de chemin ensemble dans cette aventure de mon podcast Les Intuitifs Facieux.